très bien organisé, que Sacha Karlsson avait réalisé pendant de longues années. Et nous sommes très contents avec Philippe que Sacha et Pablo et toutes ces personnes, Robert, toutes ces personnes qui connaissent si bien l'œuvre de Richir se sont déclarées disponibles pour nous épauler sur des tas de questions qui se posent et que nous découvrons en épluchant les écrits, les inédits, toutes ces feuilles de l'œuvre de Marc Richir inédite que vous allez d'ailleurs découvrir demain lors d'une petite visite des archives Richir après le déjeuner. Voilà, donc je souhaite la bienvenue à Sacha Karlsson. Merci beaucoup. Merci. Alors, bonjour et merci beaucoup de m'accueillir. C'est un grand plaisir. J'arrive un peu essoufflé et j'en suis tout à fait désolé. Vous savez, un peu comme une diva qui arrive juste pour entrer en scène. Croyez-moi, ce n'était pas du tout mon intention. J'étais bloqué dans un train, donc j'ai couru jusqu'ici et je tiens à m'excuser très sincèrement et honnêtement pour tous les précédents intervenants aujourd'hui et hier que je n'ai pas pu écouter, mais j'espère que cela se rattrapera dans de nombreuses discussions que j'espère fécondes et sportives. Comment écrivait-il des livres ? Lorsque Alexander m'a demandé le titre de cette conférence, j'ai commencé par écrire cette petite phrase en disant il faudrait que, c'est la question qui m'intéresse, et il faudrait que j'essaye de trouver une manière un petit peu plus scientifique de présenter la question. Et puis je me suis dit, ben non, allons-y, jetons-nous à l'eau. Comment écrivait-il des livres ? Là derrière, évidemment, il y a une question philosophique profonde et concrète, à savoir comment la pensée de Marc Richir travaillait, comment est-ce qu'il organisait sa pensée, comment est-ce qu'il déployait sa pensée au fil d'articles, de livres. Je laisserai les articles de côté. C'est un mode d'expression qui est un petit peu particulier chez Richir. Je laisserai aussi toute la partie immense et passionnante qui est l'oralité de Richir. Tous ceux qui ont côtoyé Marc Richir savaient très bien que, d'une part, il avait une parole très inspirée et très parlante et étonnamment claire. Lorsque on commence par lire ses ouvrages et puis qu'on a contact avec sa voix aujourd'hui disparue, mais bon, il y a des enregistrements, j'espère qu'avec les archives Husserl, on pourra rendre les choses progressivement et selon un timing. Comment ? C'est les archives Richir par Husserl. Oui, bien sûr. Oui. Merci de... Donc, mais je laisserai cette question de côté, celle de l'oralité de Richir, mais j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir. Alors, comment écrivait-il ? Bon, évidemment, je n'en sais rien. Et puis, je propose que nous ayons dîner. Non. Mais j'ai une idée. Même si je pourrais vous raconter, parce que je l'ai fréquenté de près, comme certains d'entre nous également dans cette salle, je pourrais vous raconter toute une série d'anecdotes. Commençons par celle-là avant de passer à ce qu'elles sous-tendent. C'était une écriture en feuilleté, en plusieurs paliers. C'était une écriture où il commençait à prendre des notes sur des enveloppes, généralement. Voilà. Des petites notes, des formules, des questions. Lorsque je l'interrogeais à l'époque sur ce que contenaient ces enveloppes, il disait, mais ça, c'est les questions que je me pose. Ça m'avait déjà interpellé, qu'il me disait, ce ne sont pas les réponses que j'imagine, mais ce sont les questions que je me pose. Donc il commençait par des questions, mais des questions orientées. Ensuite, il rédigeait ça de manière un petit peu plus structurée sur des feuilles A4. Il était très méthodique et méticuleux sur des feuilles A4 coupées ou pliées en deux.
et puis arriver au moins une troisième étape, parfois quatrième, de rédaction à la main. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Il écrivait toujours à la main, en très petit, une petite écriture, mais très, très rythmée et très, très maîtrisée, avec une grande marge, parce qu'il y avait évidemment une étape supplémentaire qui consistait à revoir les choses, à rajouter, à souligner. Voilà. Donc ça devenait une œuvre d'art un petit peu avant-gardiste, avec un milieu et des ajouts dans tous les sens. Il faudrait un jour publier ça pour voir comment ça s'est fait concrètement. Enfin, moi, ça me passionnerait. Je n'ai pas vu toutes ces archives, mais j'ai eu la chance d'écrire avec lui, puisque L'écart et le rien, c'est une retranscription de conversations que nous avons eues, mais ça a été partiellement réécrit, bien sûr, parce qu'il a fallu découper, remettre des choses ensemble, réexpliquer. Donc voilà, c'était une écriture, comme il me le disait, à 4 mains. Oui, bon, en fait, à 2 mains seulement, mais la métaphore était pianistique. Donc voilà. Ça, c'est pour l'anecdote. Maintenant, la question qui sous-tend tout cela, c'est pas tellement une question d'écriture, mais c'est une question de lecture. Lorsque moi j'ai posé la question de comment il écrivait des livres, c'était pour répondre à une problématique de lecture qui m'est propre. Et je pense que nombreux nous sommes dans cette salle à avoir fait cette expérience un petit peu traumatisante de lire et d'avoir la première fois devant nos yeux un texte de Richir. Mon expérience, elle est très simple, c'est que la première fois que j'ai eu un texte de Richir entre les mains, j'avais l'impression qu'il me manquait une clé essentielle. Il me manquait quelque chose. C'est-à-dire que je commençais à lire à la première page, mais j'avais l'impression qu'il y avait au moins 10, 20, 30, 100 pages avant qui me manquaient pour pouvoir comprendre exactement de quoi il s'agissait. Alors, avant l'ère Internet, qu'est-ce que j'ai fait en ce qui concerne ma petite histoire, j'ai été voir à chaque fois le texte d'avant, bien sûr. Si je ne comprends pas, c'est que c'est expliqué juste avant. Je vois Robert qui rit parce que tu as fait exactement la même expérience. Et nous sommes d'une génération, Robert et moi, où ces textes n'étaient pas encore disponibles comme ça. Donc ça voulait dire aller dans les bibliothèques, ça voulait dire rechercher bibliothèque royale à Bruxelles, etc. Donc voilà, si je ne comprends pas, ça doit bien être expliqué juste avant. C'est un livre qui présuppose celui qui vient avant. Et rebelote, même expérience. Il me manque toujours quelque chose. Et moi, j'ai écrit mon mémoire de licence à l'époque sur Richir, et la majeure partie de mon travail, ça a été de rechercher chaque fois le texte avant. Et j'en suis arrivé au tout premier texte qu'il ait écrit, Faille et les impasses de la poésie classique. J'étais très naïf parce que c'était un texte très difficile à trouver. Je me disais, là, il va expliquer. Tout part de là, c'est pas possible. Eh bien non. Ce texte très mystérieux qui ne nous dit absolument pas pourquoi, ne nous donne pas les renseignements, ne nous donne pas le chiffre secret que j'escomptais trouver de la pensée de Marc Richir. D'où ma question, comment écrivait-il des livres ? Je pense qu'il y a quelque chose de très profond dans cette manière d'écrire, qui consiste à lancer une idée très précise, mais partiellement aveugle. Vous savez, Richir, lorsque j'ai suivi quelques-uns de ses cours à l'Université libre de Bruxelles dans les années 95-96, il disait oui, Husserl était très bon, non, il commençait par Heidegger. Heidegger était très bon pour rencontrer des questions. Husserl était excellent pour traiter des problèmes. Et moi je dirais que Richir était doué pour mettre en mouvement la pensée.
pour mettre en mouvement les problèmes et questions. Mais alors comment faire ? C'est la question que je vais traiter avec vous aujourd'hui. Une bonne approche pour essayer de nous y retrouver dans cette méthodologie richirienne d'écriture, comment faisait-il concrètement, comment ça se passait, comment ça se déploie, c'est d'une part d'en revenir à certains de ces textes les plus anciens, et d'autre part, c'est d'en revenir à la lecture lui-même qu'il faisait de certains textes. Parfois, paradoxalement, c'est lorsqu'on voit Richir lecteur d'autrui que sa propre méthodologie devient la plus obvie au lecteur que nous sommes de Richir. J'ai passé personnellement beaucoup de temps et beaucoup d'articles à essayer de mettre en lumière ces lectures de Richir. L'objectif n'est pas simplement de faire le point sur l'opinion que Richir se faisait de Platon, de Spinoza, de Descartes, de Leibniz, de Husserl, de Kant, peu importe. L'objectif est, à mon sens, plus profond, en tout cas c'était mon idée. Il s'agit de mettre en évidence un espace de jeu où est très très patente, est rendue patente le mouvement même de sa pensée avec lui-même, mais aussi avec autrui. Je partirai donc d'un texte qui, à mon sens, est le texte le plus ancien qu'on ait, la trace la plus ancienne qu'on ait, si on accepte son mémoire de licence que je n'ai jamais eu entre les mains, sur Husserl. Mais il y a une conférence sur le psychologisme, donc le problème du psychologisme, publié dans les annales de l'Institut de l'ULB en 1969, mais dont une petite note nous indique qu'il s'agit d'une conférence faite le 14 décembre 1968. Voilà, donc il avait déjà remis son mémoire de licence. Il avait remis un mémoire de licence qui signifie maîtrise ou master maintenant. Enfin voilà, un cycle complet d'études philosophiques dans un contexte quand même particulier. C'était juste après mai 68. Voilà. Et là, il écrivait sur les problèmes de la gauche, il commentait Daniel Cohn-Bendit et en même temps, voilà, il commentait Husserl. Et il commente la problématique générale de la phénoménologie, de la description phénoménologique telle que Husserl l'envisage en ces termes. Il y a chez Husserl, et il reprend une de ses expressions, une espèce de scission du moi qui s'est effectuée dans laquelle le moi supérieur, spécifiquement logique, a pour thème la vie pensée naïvement du moi inférieur, pendant que le moi supérieur lui-même surmonte radicalement toute naïveté de la connaissance. Ça, je viens de citer et paraphraser Husserl, c'est Richir qui explique comment fonctionne Husserl. Évidemment, il remarque tout de suite que ça fait penser à Hegel. Cette division du moi entre un moi philosophique et un moi naïf. Il ne dit pas encore que ça fait penser aux deux séries du moi chez Fichte, mais il va le dire bientôt. Et il poursuit. Dans l'attitude définie par Husserl, le moi doit donc se dédoubler en un moi supérieur qui a pour rôle de contempler et de décrire ce qu'un moi inférieur continue de vivre naïvement. Comme pour Hegel dans sa phénoménologie, c'est à une conscience philosophique qu'il revient de rendre compte de ce qui se passe dans la conscience naturelle. La difficulté est évidemment de savoir ce que le moi supérieur va considérer, à quels éléments de la vie naïve il va accorder une valeur significative. En allant plus loin, on peut même se demander si le cercle auquel nous faisions allusion ne vient pas tout simplement du fait que le moi supérieur persiste à regarder. Pour moi, beaucoup de choses sont dites là. La question est celle de ce qu'il appelait toujours avec Heidegger, peut-être d'une manière qui est un petit peu fautive, on en a déjà discuté avec Alexander, l'Ansatz. Il était très friand de ce mot allemand tel que Heidegger l'utilisait. Par où commencer ? Par où faire un premier geste, faire une entame première à la pensée ? Et tout le problème est le problème de cette circularité dont il vient de parler,
comment arriver à entrer dans la problématique suffisamment fermement, mais sans avoir déjà présupposé l'ensemble de ce que l'on va dire. Il y a donc un cercle, dit-il, pour étudier, je le cite, les concepts logiques, Husserl projette de décrire les vécus de conscience dans lesquels sont pensés ces concepts. Mais pour décrire ces vécus, pour qu'ils apparaissent dans leur essence, il faut déjà savoir quels sont ces concepts. On voit donc qu'une telle démarche, n'est en fin de compte que tautologique et impropre à apporter les éclaircissements que Husserl attendait de la description phénoménologique des vécus de la pensée. Par mode de parenthèse, c'est un texte intéressant également parce que c'est la matrice d'un texte très important, la première recherche phénoménologique. Richir, donc, vous savez, considérait le texte de la première recherche phénoménologique comme le second acte de naissance de sa pensée. Et on retrouve exactement déjà tout l'ensemble de la problématique, la circularité dont il parle entre l'a posteriori et l'a priori, se trouve textuellement dans cette conférence prononcée en 1967. C'est assez impressionnant. La question que je souhaite sortir de ces mises en perspective richériennes, c'est la question qu'il pose à Husserl, mais c'est la question que je lui pose. Par où commencer ? Par où commencer ? Comment sortir de cette circularité qui est apparemment inévitable ? Eh bien, la réponse se trouvera dans sa thèse doctorale. La réponse se trouve chez Fichte. Dans l'ensemble de son interprétation de la première version de la doctrine de la science, dont je vous rappelle quelques éléments brièvement afin de pouvoir vous proposer dans un second temps une mise en pratique très très concrète, voir comment un livre se structure chez Richir. Vous savez que c'est une thèse doctorale, la partie sur Fichte, qui a été publiée dans Le Rien et son apparence, qui, de l'aveu même de Richir, a été écrit très rapidement. Alors il y a l'introduction qui fait, oui, ça c'est autre chose, il y a la partie sur Schelling, il avait commencé par lire Hegel, etc. Et il ne s'en sortait pas. Et il lui restait moins d'un an pour mettre tout ça en place. Et voilà, il a écrit sa thèse, plus de 1000 pages, en moins d'un an, donc avec une idée. Alors c'est vrai que la première doctrine de la science, c'est pas très gros, mais c'est diablement compliqué. Donc voilà, ça dit aussi quelque chose sur la manière dont il écrivait. Il n'avait pas besoin forcément de parcourir l'ensemble de la littérature secondaire, il n'avait pas besoin de peser pendant une période trop longue l'ensemble des pour et des contre. Non, il s'agissait de partir d'un point, lequel, c'est ce que je suis en train d'essayer de voir avec vous, et de déployer. Alors vous savez, la doctrine de la science, la fameuse première version, elle commence par les 3 principes, les fameux 3 principes qui ont fait couler tellement d'encre. Le moi se pose, premier principe, le non-moi s'oppose au moi, c'est le 2e principe. Le 3e principe, le moi pose dans le moi pose dans le moi un non-moi divisible et un non-moi divisible. Voilà. Ces 3 principes-là, on a essayé de comprendre depuis très très longtemps, depuis Hegel, quel était leur statut concret et précis. Est-ce que ce sont des absolus que l'on pose, parce qu'en fait, ce sont des vérités qui parlent d'elles-mêmes, ça a été une interprétation. Est-ce que c'est au contraire une illusion du faux, duquel il faudrait finalement déduire ou tirer le vrai? Ça, c'était l'interprétation de Filonenko. Voilà, il y a eu des grands débats en France encore, il y a quelques décennies à ceci, pendant que Richir proposait de son côté, sans faire grand bruit,
une interprétation qui, en même temps, je pense, mais ce n'est pas mon propos, éclaire singulièrement la pensée de Fichte, mais qui éclaire singulièrement sa propre démarche. Donc, contrairement à certaines habitudes interprétatives de l'époque, Richir n'interprète donc ces trois principes inauguralement formulés dans le paragraphe 1, ni comme des absolus desquels il s'agirait de déduire le savoir, ni comme l'expression du faux et de l'illusoire de quoi il faudrait nécessairement partir pour en déduire le vrai, mais comme l'énoncé d'exigences propres à la science, auxquelles doit satisfaire tout savoir, c'est-à-dire comme des horizons nécessaires à l'institution du savoir, dans son unité, dont la Wissenschaftslehre cherche à rendre compte et où elle doit nécessairement trouver son point de départ. Donc, l'idée, c'est que l'on parte d'une antinomie, une opposition. C'est un principe qui donne un problème, une exigence sous forme de problème, apparemment irréductible, qui surgit initialement entre le moi du premier principe, un moi qui se pose absolument, et le moi fini du troisième. Et la systématique fichtéenne, donc le déploiement même de Fichte, consiste à travailler cette antinomie dans une analyse régressive. Donc on s'achemine progressivement vers un fondement, où le philosophe rencontre ses propres effectuations jusqu'au fondement, un fondement qui est dès lors aussi bien le fondement du savoir que le fondement du savoir du savoir. Un fondement depuis lequel il s'agira de retrouver le savoir, ainsi que le savoir du savoir, y inclut les principes à partir desquels la démarche s'était déjà amorcée. Donc, c'est assez simple à comprendre. On a des principes qui sont posés. Comment ? C'est la question. On fait une analyse régressive pour essayer d'en comprendre la possibilité. On arrive jusqu'à un fondement absolument certain, parce que le philosophe non seulement rencontre ce qu'il essaye d'analyser, mais rencontre sa propre effectuation, donc le savoir et le savoir du savoir. Et ce fondement absolument certain permet de reconstruire progressivement l'ensemble du savoir, y compris les principes depuis lesquels on est parti. Ça, c'est la démarche fichtéenne. La question, c'est de savoir si on peut s'autoriser d'un tel cercle, d'un tel aller-retour. On part de quelque chose de problématique. De ce quelque chose de problématique, on le travaille pour en comprendre le fondement certain, et puis on remonte pour finalement justifier le point de départ depuis lequel on était parti. Alors, Fichte lui-même est conscient qu'il y a quelque chose qui est un petit peu boiteux, ou en tout cas qui pose question. Quel est le statut réel de ce départ, de ces principes ? Et vous avez compris qu'il s'agit de l'amorce, du commencement, de l'entame de la réflexion philosophique, telle que Richir aussi, telle est notre question, s'emploie à trouver un passage pour ceci. Eh bien, Fichte écrit dans un passage célèbre, mais que Richir, en son temps, est à mon sens le premier à commenter rigoureusement. Il écrit ceci. À vrai dire, nous n'aurions pas du tout pu entreprendre toutes nos recherches précédentes sans une illusion bienfaisante de l'imagination, qui, de façon non remarquée, glissait un substrat au-dessus de ces purs opposés. Nous n'aurions pas pu penser sur eux, car ils n'étaient absolument rien, et on ne peut pas réfléchir sur rien. Cette illusion, il ne fallait pas l'empêcher, et elle ne devait pas être empêchée. Son produit devait seulement être soustrait et exclu de la somme de nos déductions, comme cela s'est produit effectivement. Vous voyez ça ? Pour Fichte, finalement, ce qui nous permet de poser inauguralement le commencement de la réflexion philosophique, c'est une illusion, mais une illusion bienfaisante. Qui va justifier le trajet de Fichte, d'aller jusqu'au fondement et de revenir, peut-être un peu mouillé, mais pas brûlé. Vous voyez ? Et ça, c'est sur ce point petit que toute l'architectonique de Richir
va se déployer. On ne peut pas faire l'économie de l'illusion transcendantale. C'est ce qu'il dit déjà dans sa thèse, et c'est assez magistral, parce que c'est très très tôt. Il le dit dans des termes qui sont encore un petit peu jeunes, un petit peu verts, un peu immatures parfois, mais il dit en substance que nous nous trouvons ici, notez bien, devant le moment fichteien du malingénie. Il écrit ça en 73. Moment, précise-t-il, manqué parce que l'illusion transcendantale n'a pas été prise en compte comme telle. Que faut-il faire ? Réponse de Richir, il faut phénoménaliser l'illusion comme telle. Vous voyez, c'est une grande thèse qui sera reprise dans la recherche phénoménologique, selon laquelle il faut partir d'un point de départ extrêmement précis et rigoureux, qui est un horizon, qui est un axe, qui est une idée régulatrice, mais pas à la manière kantienne des idées régulatrices de la raison théorique, mais comme une idée régulatrice qui passera par le crible de l'illusion transcendantale possible, ou comme il le dira plus tard, par l'épreuve du sublime, en tout cas potentiellement. Donc, il faut partir de quelque part. Et quelque part, je vous dirais, et il me l'a déjà dit, peu importe de où. L'essentiel, c'est de travailler ce point de départ et de le mettre en mouvement. C'est pour ça, quelque part, et je vais donner un exemple concret dans un instant, c'est pour ça que forcément les points de départ de Richir nous laissent muets, sans voix, en tout cas perplexes, et en particulier sans compréhension totale de ce qui s'y joue, pour deux raisons. C'est qu'il n'est pas nécessaire d'en donner l'ensemble des explications, qui ne peuvent venir qu'après. Et pour cette deuxième raison tout aussi fondamentale, c'est que l'auteur lui-même reste partiellement aveugle à ce qu'il a lancé pour commencer. Il ne faut jamais oublier ça. Quand Richir amorce sa pensée, c'est une question sous forme de thèse qu'il doit travailler. Ce n'est pas quelque chose qui est posé comme une certitude, comme un absolu, comme le seraient les trois principes initiaux interprétés de manière métaphysique. Alors ça donne quoi concrètement ? J'ai hésité entre beaucoup d'ouvrages à vous commenter, à vous déployer, et on aurait pu prendre, parce que Richir a modifié plusieurs fois son style d'écriture. Il avait au début des écritures beaucoup plus systématiques, qui étaient presque un calque du schéma que je viens de retracer. Si on prend par exemple cet ouvrage rigoureusement illisible qu'est Phénomène, temps et être, en fait, c'est assez mal écrit parce que c'est pas si compliqué que ça, mais il transpose des analyses de Fichte et de Schelling. Voilà. Une fois qu'on a eu la clé de lecture, ça devient limpide. À l'occasion, je vous expliquerai si ça vous intéresse. Il y a aussi, par la suite, l'écriture en spirale. Vous savez, les recherches phénoménologiques, où on part de quelque part, et puis finalement, là, c'est par touches successives que l'amorce se fait. C'est pas une amorce massive d'entrée de jeu. Alors j'ai appris qu'il y avait des recherches supplémentaires qui ont été trouvées ou sur le point d'être trouvées. Ça, je suis profondément jaloux de ne pas avoir encore pu les jeter un œil, mais voilà.
On aurait pu parler aussi du dernier format, qui est le format sous forme de variation, de proposition ou de fragments, qui pose d'autres problèmes. Mais à chaque fois, c'est toujours la même structure qui se répète. Dans les variations, par exemple, en fait, la structure que je viens de déployer se retrouve dans chacun des fragments, dans chacune des variations, même si de manière beaucoup plus condensée. Donc c'est un petit peu plus complexe à mettre en lumière. J'ai choisi la crise du sens et la phénoménologie pour deux raisons. Parce que la structure y est assez obvie, d'une part, et d'autre part parce que c'est un livre où il lit. Donc il se confronte à autrui. Et donc là, ça donne des lumières très intéressantes. Ça a été publié, comment il disait ça ? Ça a été écrit en 86-87, dit-il dans la préface, mais publié en 90. Oui, je suis belge. Voilà. Alors, le premier moment est celui de ce que j'appelle avec lui l'amorce. Première page, je mets la préface de côté, commence par reprendre la question de la métaphysique classique, en disant que c'est une question de l'être, de ce qui est, de l'étantité de l'étant. Question reprise, reprise à sa manière par Heidegger. Et puis il lance ceci. S'il n'y avait qu'une leçon à retenir de l'œuvre heideggerienne, ce serait celle-là. Vous avez envie de savoir. Il n'y a pas d'étant de réel en soi insignifiant hors de cette détermination de sens, qui est détermination du sens d'être de ce qui est. Très particulier, parce qu'en fait, il fait dire à Heidegger la thèse même de son livre, à savoir que toute expérience est une expérience symboliquement instituée. Et il poursuit. Posée de cette manière très générale, cette question en entraîne immédiatement une autre, qui est sans doute plus fondamentale, dans la mesure où elle porte sur son sens même. S'il en est ainsi, c'est-à-dire si l'homme n'est pas en général maître du sens, en particulier maître de la question métaphysique, c'est que la détermination du sens d'être de ce qui est relève, en tant que détermination, d'une institution symbolique dont personne ne dispose ad libitum, pas même le philosophe, et qui, d'une certaine manière, s'est toujours déjà décidé à son insu. Alors là arrive la notion d'institution symbolique, sans explication. Et il y a une note. Nous entendons par institution symbolique, au sens le plus large, tel qu'il est généralement impliqué dans la linguistique, l'ethnologie et la psychanalyse. Point. Et puis il y a une note, la page d'après, qui se veut explicative. J'avais prévu de projeter, mais voilà. Donc la note, page 11. Confer Lévi-Strauss, mythologique, 4 volumes. Alors on pourrait se dire, oui, mais c'est parce qu'il a écrit juste avant un livre qui est consacré à la question de l'institution symbolique. Oui, bien sûr, en 88, Phénoménologie et institution symbolique, chapitre... voilà. Première page, en note, il s'explique sur ce dont il s'agit avec institution symbolique. Alors là, c'est même pas une phrase complète, c'est une note, donc qui renvoie à institution symbolique, en un sens dérivé, par exemple, de Lacan et de Lévi-Strauss. Débrouillez-vous avec ça. Eh bien, n'essayez pas de chercher une explication, parce que l'explication, elle est dans le mouvement des choses
telles qu'elles vont trouver une signification progressive, dans ce que j'appellerais le travail. Donc nous avons d'abord une amorce, et ensuite on a le travail de la pensée. Deuxième moment, l'équivalent de l'analyse régressive chez Fichte. Donc l'amorce, l'équivalent des 3 principes inauguraux, le travail, l'équivalent de l'analyse régressive. Et là, on voit que ce travail-là est toujours un travail de mouvement biaisé. On ne prend jamais les choses frontalement, sinon à certains moments clés, mais il ne faut jamais prendre pour argent comptant une proposition censément ou prétendument définitive et absolue chez Richir. Un très bon exemple dans la crise du sens, c'est tout le travail qu'il propose sur Husserl. Vous savez, le rapport de Richir à Husserl mériterait de très très longs développements, mais la lecture qu'il propose de Husserl dans cet ouvrage est particulièrement intéressante parce qu'elle précède toute la réappropriation qu'il conduira quelques années plus tard de Husserl. Donc là, il est encore un peu plus frais, avec déjà une longue expérience, mais il n'a pas encore commencé son OPA sur l'œuvre de Husserl. Ça commence par un chapitre très critique sur Husserl et le logico-eidétique, où là il s'agit quelque part de reprendre la critique tout à la fois heideggerienne et derridienne, un peu aménagée certes, un petit peu revue avec quelques élégances supplémentaires, avec de la reconnaissance appuyée, mais néanmoins. La conclusion de cette lecture est celle que l'on trouve déjà dans l'article de 69 sur le psychologisme que je mentionnais, que Husserl, dans une certaine partie de son œuvre, ne fait que répéter le geste métaphysique inaugural de la philosophie grecque. Alors, il s'est mordu les doigts par la suite d'avoir écrit ce genre de choses-là, mais il l'a écrit. Et donc, les coquetteries qu'il ajoute, c'est de dire que, par exemple, il souligne combien Husserl indique en de très nombreux endroits qu'il y a évidemment plein de nuances, c'est l'expression de Husserl, qui concernent les traits de la chose exprimée. Voilà, donc ce sont des expressions que Richir reprend. Et il conclut, si la pensée de Husserl s'était réduite à l'institution du logico-eidétique, il n'y aurait pas eu de phénoménologie, et nous n'aurions pas pu écrire ce que nous venons d'écrire. Il y a eu en permanence chez lui une naïveté féconde. Il faut le faire. Hein. Bien phénoménologique, qu'il a obscurément gardé de tomber dans le dogmatisme, une sorte de 6e sens qui a empêché sa pensée de se clore dans une forme nouvelle du platonisme. De se clore, retenons ce terme, de fermeture qu'on ne trouve pas chez Husserl. Donc, à l'époque de phénoménologie, de la crise du sens et la phénoménologie, il ne s'agit pas encore de reprendre Husserl à partir des manuscrits, comme il le fera par la suite. Mais le point de sortie de Husserl par Husserl, c'est la question de la téléologie, où il se met à lire Husserl avec Kant. Et il y a un exemple particulièrement frappant qui montre de manière très loquace, je trouve, la manière dont s'effectue ce travail de critique-réappropriation, ce travail d'écart entre lui et le texte, être constamment près de Husserl, mais contre lui, enfin tout contre, disait Sacha Guitry. C'est la reprise de l'analyse de la perception sensible. C'est un texte, page 201, que je vous suggère de relire très attentivement parce qu'il est extrêmement précieux.
Richir de montrer, pour commencer, que les analyses de Husserl sont biaisées par une téléologie avec concept. Problème de la perception sensible, écrit-il en substance, c'est que l'ensemble de la description est téléguidé vers la perception adéquate d'une chose censée être une idée au sens kantien, mais qui rétroagit sur le moment, le déploiement phénoménologique, qui serait donc orienté a priori par un concept. Et il précise, d'une manière générale, et on ne sait pas très bien d'ailleurs s'il commente Husserl ou lui-même, la chose est donc un wesen de langage découpé par le langage articulé, symboliquement institué. Et c'est depuis ce découpage que l'analyse husserlienne prend le sens qu'elle a. Mais ce sens n'est pas tout son sens, puisque l'époquet phénoménologique radical n'explique pas encore ce que c'est. Ce sont les premières avancées de ce qui sera l'époquet phénoménologique hyperbolique, qui met hors jeu toute positivité de choses, ne le lui rend pas. Elle ouvre, alors, nous l'avons dit, sur la réflexion esthétique sans concept, où c'est le phénomène, comme rien que phénomène, qui se phénoménalise dans la contingence radicale de son individuation. Par définition, c'est là le passage qui me semble capital, le phénomène, comme rien que phénomène, n'est pas un phénomène de chose. Ce pourquoi il est pratiquement impossible d'en donner tout simplement des exemples. Tout exemple ne pouvant être donné comme cas particulier d'un universel déterminé déjà là. Là, on voit quelque chose qui se joue, donc la crise du sens, page 102. Page 202. Donc vous voyez, on est ici, on lance quelque chose, en l'occurrence, dans la crise du sens et de la phénoménologie, c'est de montrer qu'il y a, au départ, que le sens est déterminé parce qu'il nomme une institution symbolique, mais que tout le sens n'est pas déterminé par elle, une citation du tout début que je ne vous avais pas lu, par là même, la naissance de la philosophie ne procède pas d'un acte souverain de création de sens, mais d'une création, entre guillemets, je crois lire le sens artistique du terme ici, de sens sous l'horizon d'un sens qui s'est toujours déjà institué sur le terreau d'une institution symbolique socio-historique plus large, dont fait partie l'institution symbolique du langage articulé. Donc, première thèse, on lance une idée, celle d'une détermination non intégrale. La thèse n'est pas justifiée, mais elle est travaillée, notamment à travers la lecture critique de textes, notamment à travers la lecture de Husserl, pour montrer que Husserl est resté enfermé dans une circularité en vertu de laquelle l'ensemble du phénomène serait toujours déjà téléguidé par un concept ou par une phase de langage instituée, une phase de langue instituée. Il travaille et, ce faisant, montre, comme en marchant, le mouvement même de cette indéterminité, de cette phénoménalité qui joue dans les analyses husserliennes. Mais alors, est-ce qu'on peut revenir au début ? Donc, boucler la boucle, on part, on descend, et puis est-ce qu'on peut remonter ? Eh bien, ça, c'est un geste que Richir s'empêche toujours de faire. Vous avez peut-être été aussi frappé par les drôles de conclusions qu'il fait parfois à certains de ses livres. Prenez les méditations phénoménologiques. Donc la dernière méditation est censée donner la clé de ce que c'est que l'architectonie, enfin, de ce que c'est que... Non, c'était l'expérience du pensée ou les méditations, je ne sais plus. Mais les deux d'ailleurs. L'expérience du pensée, c'est encore plus flagrant, puisque la dernière partie conclusive qui est censée
expliquer finalement ce dont il s'agit est un commentaire de Husserl, d'un manuscrit. Bon, voilà, Donc, est-ce qu'on peut remonter ? J'ai toujours dit qu'il faut commencer un livre de Richir par la fin, jamais par le début. Mais la fin peut être parfois le tout début. Je veux dire la préface, écrite très logiquement lorsque le livre est terminé. Richir était un adepte, n'était pas un adepte de ce que Flaubert appelait la rage de conclure. C'était une expression de Flaubert qu'il affectionnait particulièrement. Et un de ses premiers livres chez Jérôme Millon, Phénoménologie et institutions symboliques, se conclut comme cela. Je veux dire, telle est la conclusion de la préface. Ce livre est donc non concluant, car il ne fait qu'ouvrir à des problèmes, même si ceux-ci sont déjà, d'une certaine manière, des réponses. Mais réponses, nous osons l'espérer, philosophiques, à une interrogation métaphysique fondamentale, commune à tous les hommes et à toutes les cultures. C'est-à-dire réponses en forme de questions qui prétendent, au moins, faire du sens, nous orienter quant au sens de l'interrogation et non pas nous y figer. Comme on s'en apercevra, l'un de nos fils conducteurs, celui qui est véritablement métaphysique au sens le plus large du terme, est que nous sommes excédés toujours, déjà et pour toujours, par la prodigalité phénoménologique du langage, c'est-à-dire du sens. Il dit tout ici. C'est ce qu'il dit d'ailleurs en conclusion de Phénoménologie en esquisse. Il faut mettre fin, par un nouvel exercice de la lucidité, et en particulier de la lucidité philosophique, à ce vieux destin de l'Occident, destin métaphysique, selon lequel il ne s'agirait de penser que pour arriver un jour à ne plus jamais penser. Derrière ces apparences spectaculaires, la modernité nous met en face, de manière peut-être inouïe, de cette situation où nous nous retrouvons transis de toutes parts par l'insondable, en science comme en philosophie, en art comme dans notre expérience quotidienne. Je pense que cette volonté de non conclure est profondément liée à la profession de foi philosophique de Marc Richir lui-même. Et je pense que sa méthodologie, dont j'ai essayé maintenant de retracer quelques linéaments, méthodologie ouverte qui s'emploie à ne pas clore mais à ouvrir, à ne pas conclure mais à questionner, est le motif profond de ce qu'il appelle son athéisme méthodologique et son agnosticisme philosophique. Toujours dans la préface conclusive de Phénoménologie et institutions symboliques, il écrit « En philosophes agnostiques que nous sommes, nous en resterons à l'indécidable, jugeant philosophiquement impossible de trancher la question de savoir si la phénoménalité du sens est celle de l'être en tant qu'être, celle de l'autre en tant qu'autre, ou au-delà des deux, puisque dans les deux, il y va sans doute, quoique par des points d'entrée différents, voire opposés, de la même question ultime, qui peut être retournée de l'un des points à l'autre, sans que nous ne puissions jamais savoir exactement comment. » Et il conclut, et ce sera ma conclusion également, « Nous ne faisons ici, en ce sens, selon le mot d'Antonin Artaud, que de montrer notre esprit. Au lieu de proposer une œuvre, c'est en tout cas ainsi que nous comprenons quant à nous le risque de la philosophie, qui est cheminement singulier du sens, montré aux autres et à soi-même, avant de se muer en corps doctrinal, exposé aux dissections scolastiques, au demeurant plus ou moins estimables. Merci de votre attention.